Super, très, très bien. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, c'est Mohamed. Je suis très heureuse de vous avoir aujourd'hui. Alors, premier, donc, boisson, donc, pour moi, pas de café, donc j'ai que de l'eau. Je vous invite, voilà, à profiter de vos tisanes, de vos thés. Alors, aujourd'hui, il y a Si Mohamed Mski, donc docteur Si Mohamed Mski, donc, qui nous fait le plaisir de partager la session coaching café du mois autour de la thématique du changement. Et il m'a intriguée avec son titre. Je vais lui laisser le soin par la suite de nous dire donc, immunité au changement. Et très intéressante, très intéressant angle de vue. Alors, avant de commencer, Dr Mohamed Mski donc, est un expert international donc, qui a passé plus de 20 ans aux États-Unis. Il est docteur en leadership organisationnel. Alors, ses précédentes affectations donc, étaient autour du rôle donc, de professeur associé à l'Arizona State University, chercheur principal aux American Institutes for Research à Washington, D.C. en 2020. Il a il a été coprésident de du 33e Congrès international pour l'efficacité et l'amélioration des écoles, qui s'était tenu à Marrakech au Maroc. Donc, c'est la première fois qu'un rassemblement aussi prestigieux d'universitaires éminents dans le domaine de l'amélioration de l'éducation et de l'école a eu lieu en Afrique. Donc, son expertise professionnelle comprend le leadership du changement, la conception et la mise en œuvre de la réforme de l'éducation et également donc, le leadership du changement, la conception donc, opérationnelle et le suivi d'évaluation et le développement des capacités. Dr Al-Miski a obtenu donc, son doctorat en éducation comparé au développement international et en évaluation de programmes à l'Université du Minnesota aux USA. Il a mené une carrière diversifiée qui comprend l'enseignement, la recherche, l'évaluation, l'assistance technique et la direction de projets aux États-Unis, en Afrique, en Amérique centrale et dans la région MENA et en Asie du Sud. Donc aujourd'hui, il nous fait donc, privilège et le plaisir d'animer la conférence de ce soir autour de l'immunité au changement, comment donc développer le potentiel pour le gérer. Et je vous laisse donc la suite, Mohamed, pour nous parler de votre sujet. Si vous avez aussi envie de rajouter une information vous concernant, je sais que nous n'avons pas tout dit. Non, je suis sûr qu'on aura l'opportunité d'échanger après. Je veux juste commencer par vous remercier, Jeanne, remercier toute l'équipe de DLCP de m'avoir accordé cette occasion de partager avec vous, de prendre de l'eau au lieu de café parce que c'est 8 heures de soir. Et je prends mon café le matin. Et vraiment, c'est un plaisir aussi d'avoir des participants aussi nombreux qui ont pu nous joindre aujourd'hui, pas juste de Maroc, mais je remarque qu'il y a aussi des participants d'autres pays. Alors, c'est vraiment un plaisir. Le sujet de l'immunité au changement, je suis tout à fait d'accord avec toi, Jihan. C'est un titre un petit peu peculiar. C'est un petit peu, c'est une vision des choses qui est un petit peu particulière. Mais ça reflète le fait qu'il m'a intrigué. Il m'a intrigué pendant 15 ans. Et je me rappelle une fois, un agent de la douane marocaine, il a constaté que je rentre et je sors de Maroc plusieurs fois. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train d'entendre un écho quelque part. C'est votre... C'est bon? Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais juste? Tu sors beaucoup, tu rentres beaucoup au Maroc. Quel est ton domaine? Et au lieu de parler chercheur universitaire, j'ai dit, je travaille sur le phénomène humain. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je lui ai juste expliqué en arabe que j'essaie de comprendre pourquoi l'humanité est un petit peu confuse par ses décisions, par le fait qu'il veut faire des choses, il ne veut pas faire d'autres choses. Et
Et vraiment, il est vraiment lié à le choix de ma carrière académique qui est la recherche. Mais c'est pas juste la recherche, mais l'action. Et pourquoi le leadership organisationnel? Parce que mon hypothèse de changement en général, ce qui a fait que j'ai choisi ce doctorat, c'est que ma bataille sacrée, c'est l'organisation et c'est le facteur humain. Ici, j'essaie en collaboration avec nos coéquipiers et les gens qui travaillent avec nous, si nous essayons de travailler ensemble, on va pouvoir améliorer cette condition humaine, et particulièrement au Maroc et particulièrement dans les pays émergents. Et c'est ça ce qui fait que j'ai rentré au Maroc pour contribuer au développement national, au développement humain du point de vue éducation, mais particulièrement l'aspect leadership d'éducation, de mon intérêt pour l'immunité de changement. Alors, pour commencer un petit peu, on va commencer avec un sondage. Et nous avons une question pour vous. Alors, sur une échelle de 1 jusqu'à 3 faible. Si tu permets, Mohamed, j'ai lancé le sondage. Donc, vous allez avoir devant vous donc, affiché avec la possibilité de voter. Donc, de voter sur... Je vais préciser aussi, donc Mohamed Lemski, donc il est anglophone et arabophone, donc il vit son changement, donc en pratiquant le français, voilà, donc il le vit. Et du coup, moi je me dis c'est pas grave, s'il y a un verbe qui passe pas à côté, c'est pas grave. Le plus important, c'est que nous te comprenons très efficacement. Et je rappelle aussi qu'il a fait notre programme de coaching, donc il est manager coach, donc il est certifié aujourd'hui donc ICF. Donc, il a rajouté la casquette du coaching aussi donc, à sa palette. Merci beaucoup, Juliane, et merci de m'avoir accordé le bénéfice du doute. C'est important. Alors, nous sommes à 43% de la participation au sondage. OK. Alors, voilà, donc il s'agit de répondre. Alors, par rapport à votre, si j'ai bien compris, c'est Mohamed, par rapport à vos objectifs de l'année 2021, quel a été le taux de réussite ou d'atteinte de ces objectifs ou de vos résolutions prises en 2021? À quel degré vous avez réalisé vos résolutions de l'année 2021? C'est ça. 62% de participation. Voilà, donc, si vous considérez que vous avez réalisé vos résolutions 2021 moyennement, donc vous répondez donc 2. Faiblement, vous répondez 1. Si vous les avez parfaitement réalisées, vous répondez 3. Voilà, 75%. Encore quelques réponses et on arrête le sondage, si vous voulez. Voilà. Nous avons atteint 81%, donc je vais arrêter le sondage. OK. Et ce que je vois devant moi, c'est une courbe de distribution normale, ce qui est tout à fait normal. Et alors, il y a une petite majorité qui se concentre sur la réalisation moyenne, puis réalisation faible, puis réalisation élevée. Si je peux, Jehan, je ne sais pas si c'est à vous de décider, je veux bien m'interroger avec une personne qui peut se porter volontaire pour me parler un petit peu de la réalisation moyenne, réalisation faible et réalisation élevée. Si c'est possible, alors, si vous voulez, on peut un petit peu attendre jusqu'à la fin de la présentation et puis on discuter ça. Juste revenir à ces résultats. C'est probable qu'il y aura… est-ce qu'il y a encore une opportunité pour les autres, pour le reste de 100% pour répondre, Jeanne? Une fois c'est fermé, elle est fermée.
Il est fermé. Je pense que OK, en fait, comme il y a toi, moi et Kautar qui participons, donc on est co-host, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas les 100%. OK, OK, Donc, OK. Alors, 80. je voulais juste dire que, par exemple, si je prends l'exemple des États-Unis, et la moitié des Américains, ils prennent des résolutions, ils prennent des décisions, et il y a juste seulement 8% qui ont des chances de réussir. Tout simplement, 8%, hein, 8%, 8%. Alors moi, ici, voir 23, nous avons 31%, c'est très encourageant. Euh, ce qui m'interpelle, c'est la moyenne est faible et c'est vraiment l'un des objectifs pour lesquels on a décidé de discuter pour l'immunité de changement. Alors, une autre question, si vous voulez, et puis on passe à la présentation. Euh, euh, pour 2000, l'année 2022, qu'est-ce que vous avez envie de réaliser? Et si vous voulez, vous pouvez aussi rédiger ou partager vos envies, vos objectifs dans la chat box. Alors moi j'ai commencé, j'ai partagé ce que je veux. OK. OK. Très bien. Trouver de l'emploi. Me certifier, je vois Mhm. maintenant. Objectif, Santé, répondre. problème, information. OK. Avec le LCP, très bien. OK. OK. Dans les compétences. Mhm. 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 C'est très intéressant aussi l'alignement d'expression des objectifs au niveau du Maroc. Si je les compare avec les top 10 des États-Unis, alors aux États-Unis, les top 10 sont les suivantes, c'est faire plus d'exercice, c'est perdre de poids, c'est s'organiser, c'est apprendre une nouvelle compétence, un nouveau passe-temps, c'est vivre la vie pleinement, c'est économiser plus d'argent, ne pas gaspiller d'argent, arrêter de fumer. J'ai pas vu ça comme résolution ici au niveau d'échantillons qu'on a ici. Et c'est de passer plus de temps avec la famille, de voyager plus, lire plus. Alors, c'est plus ou moins comparable, ce qui est vraiment très intéressant. Il dit quelque chose sur le petit village dans lesquels nous sommes en train de vivre. On ne fume pas. OK, OK, Fatem Zara. OK, merci. Merci. Alors, et voilà, nous avons un participant qui veut parfaire son anglais. Je serais bien ravi de vous aider si vous voulez. Je veux parfaire mon français aussi. Très bien, merci. Alors, on passe à des constats pour moi qui sont très importants, ce que j'appelle les six constats sur le changement. Alors, nous savons tous, ou nous devons savoir que le changement, c'est inévitable. C'est la seule constante qui existe, c'est que c'est le changement. Et qui nous aide à grandir, que tu es l'auteur de ton changement. Et je me rappelle de la fameuse citation de George Bernard Shaw qui dit que seuls qui ne peuvent pas changer leur esprit, ils ne peuvent rien changer. C'est un petit peu, comment dirais-je, cruel, mais c'est une vérité. Et
le changement fait parfois peur. Et je me rappelle aussi d'un autre dicton qui parle de la douleur, ça fait partie de la réalité, de la vie, mais pas la souffrance. Et aussi de ce dicton ici qui parle de la vie qui est 10%, ce qui se passe, de ce qui vous arrive, mais c'est 90% de comment vous répondez à ce qui vous arrive. Et aussi, le changement vous prépare à la déception. Ça ne veut pas dire que quand tu changes, tu vas être déçu, mais quand tu changes, tu auras l'agilité, et très important, l'agilité morale, intellectuelle, pour mieux répondre à la déception. Et puis, un autre constat qui concerne le changement, c'est qu'il apporte des opportunités, parce qu'on dit en général que ça va vous apporter des opportunités non imaginées. Il y aura du lutte, et if there is no struggle, there is no progress. S'il n'y a pas de lutte, il n'y aura pas de progrès. Et si tu décides de vivre dans un cocoon qui est sûr, je ne pense pas que c'est vraiment une vie, c'est de la stagnation. C'est juste un autre dicton de Cyril James. Alors, si le changement est si important et si inévitable, pourquoi est-il difficile pour tant de personnes d'atteindre leur objectif de changement? Et dans les slides qui viennent, je vais un petit peu partager ce que j'appelle ma thèse à moi de pourquoi c'est difficile pour nous d'atteindre nos objectifs de changement. Ma première, c'est la nature versus nurture, c'est qui est la nature versus l'influence du milieu. Et je me rappelle, c'est pas juste le Jackson Brown qui a dit ça, mais aussi c'est une citation aussi de Rumi qui nous rappelle que, rappelez-vous que les enfants, les mariages, les fleurs et les fleurs des jardins, ils reflètent le type de soins qu'ils reçoivent. C'est très important cette dialectique entre la nature et aussi l'influence du milieu. Ce qui me rappelle aussi un autre terme qui est très important dans la psychologie, ce qu'on appelle l'auto-efficacité. En psychologie, en anglais, on l'appelle self-efficacy. Et elle est liée à une étude qui a été menée par les deux chercheurs, Hart et Dressley. Ils ont mené une étude longitudinale. Alors, quand on parle d'une étude longitudinale, c'est une étude d'un groupe d'enfants, d'un cohorte des enfants sur la durée de 2 ans. Et sont des familles issues des familles ouvrières, des familles pauvres et des familles assistées socialement qui sont aussi des familles pauvres et aussi des familles de professionnels. Leur équipe de recherche a observé 42 enfants depuis l'âge de 10 mois jusqu'à l'âge de 3 ans. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Leur découverte frappante était qu'à l'âge de 3 ans, les enfants de familles assistées, alors les familles à un niveau de revenu qui est pauvre, qui est faible, ils entendaient 10 millions de mots et un ratio de 80 000 d'encouragement pour 200 000 découragements. En revanche, les enfants issus de familles professionnelles, et quand je dis professionnels pas riches, l'hypothèse particulièrement dans les milieux américains, si on parle des familles professionnelles, on parle des familles, par exemple, qui de la classe moyenne, qui font de la lecture, qui sont instruits, etc. Alors, c'est ça la signification des familles professionnelles. Alors, on parle des enfants issus des familles professionnelles et on entendrait 30 millions de mots et un ratio de 500 000 encouragements et 80 000 découragements. Alors, pour moi, c'est un constat très, très frappant et il dit quelque chose sur ce que j'appelle aussi l'auto-efficacité humaine, cette croyance ou cette confiance d'un individu qu'il a la capacité à accomplir une tâche ou atteindre un objectif. Alors, c'est un concept qui est très, très fort, mais il est vraiment lié au genre d'éducation, au genre de soins, au genre de milieu, soit familial, soit au niveau de voisinage, qu'on a eu dès notre enfance. Et pour moi, la différence entre 200 000
découragement et 500 000 encouragements dans les familles professionnelles, c'est une différence qui se reflète ici. Les résultats des recherches en ce qui concerne le neuroscience, les sciences neurologiques. On parle d'une différence entre ce qu'on appelle un cerveau sain et un cerveau qui est privé, et privé particulièrement de l'aspect émotionnel, parce que le scanner cérébral d'un enfant au développement typique montre une activité élevée, qui est l'activité rouge, dans les lobes temporaux, ce qui permet de réguler les émotions et d'autres fonctions. Mais vous voyez ici, l'autre scanner il a été pris d'un orphelinat en Roumanie. Alors, il montre que cet enfant était privé des besoins émotionnels et ces besoins émotionnels étaient négligés. Alors, par rapport aux enfants typiques, aux enfants dans des conditions saines, les lobes temporaux sont beaucoup moins actifs. Et pour moi, les lobes temporaux sont très, très importants. Pourquoi? Parce que si les expériences sont aimantes, alors il y a des expériences d'amour, il y a des expériences où l'enfant a l'opportunité de s'exprimer dans la phase d'enfance, et il y a de la nourriture émotionnelle, alors c'est lié à le soudage, des câblages des domaines qui traitent la réflexion et la régulation à long terme, elle est encouragée, ce qui aussi explique ce que j'appelle l'auto-efficacité et le fait que quand je cible quelque chose comme objectif, je la réalise parce que j'ai cette confiance que je vais la réaliser. Mais pour moi, il fait partie de l'histoire, c'est pas l'histoire complète pour moi parce qu'il y a la neuroplasticité, mais il y a aussi la résilience parce que si on, si on condamne les adultes juste par leur expérience à l'âge de l'enfance, alors ils n'auront pas besoin de changer maintenant parce que le mal est déjà fait. Mais quand on parle de la neuroplasticité, on parle aussi de la résilience humaine, le fait que aussi à l'âge adulte, dépendant des expériences où on s'engage, on peut toujours activer ces lobes. Alors, je retourne ici à 7 signes que vous êtes prêts pour un changement majeur. Les premiers, c'est un bouleversement majeur dans votre vie. Deuxième, vous êtes au bout de rouleau et vous savez que c'est maintenant ou jamais. Vous en avez assez de simplement survivre. Et quand vous me écoutez, j'espère bien que vous rédigez un petit peu des réflexions, ce qui concerne des exemples des bouleversements majeurs dans votre vie, quand vous atteindriez la détermination, la résolution que vous avez assez et vous voulez plus simplement vivre. Ça sera bon d'y discuter ça après la présentation. Votre vie actuelle est trop petite pour correspondre à vos grands rêves. Votre âme vous appelle à être, à avoir et à faire plus. Tous les signes indiquent oui, que maintenant ou jamais, c'est maintenant le temps de changement. Et vous êtes ici. Ce qui est pour moi un autre signe que vous êtes prêt pour le changement, ça fait partie de vos réflexions. Alors, c'est pas, pour moi, ce sont des signes, des indicateurs qu'il y a un désir pour changer, ou il y a des déclencheurs de changement. Mais pour moi et pour la recherche en ce qui concerne l'immunité de changement, ils ne sont pas assez. Alors, pour les auteurs de livres sur lesquels j'ai travaillé sur l'immunité de changement, on parle pour changer, il doit y avoir un déclencheur, mais il faut aussi qu'il y a ce qu'on appelle un conflit optimal. Ce conflit optimal, j'ai aussi ajouté les 2 lois de la croissance, il se caractérise ainsi. Alors, l'expérience persistante d'une frustration, d'un dilemme, d'un casse-tête ou d'un problème personnel.
par exemple, je suis ici au Maroc maintenant, je me sens très confortable, je suis avec la famille, mais parfois, par exemple, je reçois des offres de groupes internationaux qui me demandent d'aller travailler, par exemple, retourner aux États-Unis. Pour moi, il y a ce conflit entre ce que j'appelle un salaire plus élevé aux États-Unis ou, par exemple, le fait que je suis avec ma famille, les gens que j'aime, ma culture, mes loisirs ici au Maroc. Alors, pour d'autres, c'est pas vraiment, ça peut pas être un problème, mais le problème aussi, c'est quelque chose de relatif. Il y a d'autres problèmes, perdre le travail, perdre ton job, ça c'est un problème aussi. Mais alors, ça, c'est un cas d'un dilemme. Mais ce dilemme, il doit être parfaitement conçu pour nous faire sentir les limites de notre façon de penser actuelle. Alors, le dilemme, ça ne doit pas juste perçu comme une porte fermée, mais il doit engendrer cette réflexion. Réflexion que notre façon de voir les choses maintenant, notre façon de penser, elle n'est pas adéquate, il faut la changer. Dans une sphère de notre vie qui nous tient à cœur. Quand on parle, par exemple, il y a beaucoup de sphères qui nous tiennent à cœur, l'aspect famille, l'aspect amour, l'aspect travail, l'aspect importance, etc., etc., etc. Mais on a aussi besoin de notre condition pour vraiment parler d'une structure de changement, c'est qu'il doit y avoir un soutien suffisant pour que nous soyons ni submergés par le conflit, le sentiment qu'on peut rien faire, alors nous sommes paralysés, ni en mesure d'échapper ou de le diffuser, c'est pour l'ignorer par exemple ou le reporter. Alors, il doit y avoir une certaine pression pour se concentrer sur ce changement. Ce qui me ramène à ce que j'appelle une petite analyse de cette immunité de changement. Pourquoi je l'appelle l'immunité de changement et pas la résistance au changement. En général, on parle de la résistance du changement. Et la résistance, ça dans la connotation un petit peu que il y a une volonté de refouler quelque chose qui vient d'ailleurs. Mais l'immunité, le choix d'immunité, je parle d'un mot qui a une connotation positive. Ce qui veut dire pour moi que la raison pour laquelle on essaie de changer des choses, mais après 2 mois, 3 mois, on n'a pas aussi réussi que nous voulons, c'est que il faut aussi réfléchir au fait que les barrières qui nous empêchent de changer, ils sont là pour une raison. Qui est cette raison? C'est la raison pour laquelle j'utilise l'analogie d'immunité de changement. Alors, juste pour nous rappeler un petit peu, la métaphore médicale est utilisée en toute connaissance de cause pour signaler une force extraordinairement intelligente, l'immunité, qui agit avec élégance pour nous protéger, pour sauver nos vies. Toute immunité au changement peut être considérée comme un atout et une source de force. Mais comme toute chose bonne, l'excès de cette beauté ou de cette bonté peut avoir des effets nocifs. Et c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé une autre analogie, c'est l'analogie de le choc anaphylactique. C'est une réaction très forte du système immunitaire qui peut même tuer. Et j'ai même gardé les symptômes de choc anaphylactique parce que je parle ici que le choc anaphylactique, c'est une réaction très, très forte du système immunitaire. Et alors, ça se déclenche lorsqu'il rejette de nouveaux matériels internes ou externes au corps dont le corps a besoin pour se guérir ou pour prospérer. Le système immunitaire peut nous mettre en danger. Par exemple, j'ai une membre de la famille qui a par exemple, une allergie très, très forte au lait. Pour nous, le lait, c'est très bon pour la santé. Pour elle, le lait, c'est de poison. Et le système immunitaire, il ne comprend pas qu'il doit modifier le code. Il ne comprend pas que, ironiquement, en s'efforçant de nous protéger, il nous expose en fait
à de sérieux risques. Pour moi, maintenant, je ne parle pas du système immunitaire biologique, mais je parle de notre système immunitaire psychologique qui déclenche ce rejet de la nouveauté, ce rejet de changement. Parce qu'il y a, et je garde toujours les mots qui sont utilisés ici, je garde des mots qui ont aussi une utilisation au niveau d'immunité au changement, comme l'anxiété, comme les maux de tête, comme le vertige, comme la confusion, comme la vision du tunnel, qui sont tous comment dirais-je, des symptômes biologiques, mais qui peuvent aussi déclencher par des facteurs psychologiques, c'est plus ou moins psychosomatiques. Alors, un petit peu, j'ai parlé un petit peu de cette immunité, comment on s'y déclenche. Alors, pourquoi, qu'est-ce qui cause cette panique pour la personne pour y voir une immunité de changement? En général, une chercheure de Harvard, il s'appelle Elizabeth Kanter, il parle de 10 déclencheurs de l'immunité de changement. Les deux premiers, ce sont la perte de contrôle. Comme vous le savez tous, la perte de contrôle, c'est toujours un risque de changer ce qu'on a, de changer nos habitudes, changer ce que nous possédons, changer nos relations. Ça déclenche un petit peu cette perte de contrôle qui déclenche aussi l'excès de l'incertitude. Parce que il y a un dicton qui parle de l'ennemi que tu connais est mieux que l'ennemi que tu ne connais pas. Ça parle un petit peu de cet excès d'incertitude. Alors, on parle des décisions imposées aux gens soudainement. Alors, c'est une raison pour laquelle les gens paniquent et leur système immunitaire, il a un petit peu réagi fortement au changement. Tout semble différent. Nous sommes des êtres, comment dirais-je, on a besoin de voir quelque chose que nous reconnaissons. Être totalement dans la nouveauté, c'est un petit peu, ça peut déclencher la panique. Perte de face. Perte de face, ça peut être engendré par le fait que je maîtrise maintenant, par exemple, je ne sais pas, je maîtrise le PC et tu me demandes, par exemple, de travailler avec une autre machine, avec un autre code, alors qu'il va me montrer un petit peu ignorant. Je suis plus confortable en anglais, en arabe, et maintenant je suis en situation où je parle le français, un petit peu, j'ai le cœur qui bat un petit peu. Pourquoi? Parce qu'il y a cette perte de face potentielle parce que je suis dans une zone où je ne suis pas confortable. Ça, c'est un exemple aussi des déclencheurs de l'immunité de changement. Des soucis de compétences. Alors, qu'est-ce que les gens vont penser si je fais les choses de cette façon? Parce que en général, je maîtrise ça. Et ça déclenche aussi comment dirais-je, l'immunité au changement. Il y a plus de travail. Plus de travail, pourquoi? Parce que la courbe d'apprentissage, la pente d'apprentissage, il est plus élevée. L'effet d'entraînement, le ripple effect en anglais, ce qui fait que, par exemple, si quelqu'un change, par exemple, un programme, un logiciel dans un département, ça va enchaîner et ça va entraîner des changements dans d'autres départements. Alors, tu n'auras pas forcément comment dirais-je, des alliés, mais tu peux avoir des ennemis parce que tu es en train de créer du travail pour d'autres personnes. Parfois, la menace est réelle. Il y a des gens qui perdent leur job à cause de changements. Comme vous le savez, on parle toujours de ces grands pourcentages des métiers de 2020 qui vont disparaître en 2040 ou 2050. Alors, ce qui va effrayer beaucoup de monde, on parle de ce problème de chômage, ce n'est pas juste au Maroc. Aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui n'ont connu que l'industrie de charbon et l'industrie des mines. Et au jour au lendemain, ils n'ont pas trouvé de job, ils n'ont pas trouvé de travail, ils ne sont pas même équipés pour les nouveaux jobs de futur.
C'est ça qui fait cette immunité de changement. Pourquoi tu vas changer pour accéder à un domaine où tu n'es pas vraiment compétent? Mais alors, avec toutes ces menaces, ces menaces, ce sont ce qu'on appelle les racines, les causes racinales ou les causes de root cause de cette immunité de changement. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, je prends l'exemple du Jihan, quand il a dit, ah, OK, mon souci, c'est par exemple de perdre 8 kilos, il y a le symptôme et il y a par exemple la solution technique à un problème technique. Alors, si tu veux perdre 8 kilos, tu vas commencer à faire tu t'entraîner, tu vas manger ceci, manger cela, mais pour les spécialistes de changement profond, c'est plus profond que ça. C'est la raison pour laquelle il donne cette analogie de l'arbre où il dit le changement profond n'est souvent pas une solution technique. C'est un défi adaptatif qui cherche à comprendre les engagements cachés qui bloquent le changement pour les adresser d'une façon durable. C'est une enquête, c'est un accompagnement avec la personne qui veut changer, où on ne parle pas juste des engagements qui sont explicites, annoncés, mais aussi on essaye de découvrir ensemble qui sont les éléments tacites, non dits, qui sont aussi des éléments porteurs de sûreté, porteurs de plaisir pour une personne, pour qu'il n'aille pas jusqu'au bout dans son processus de changement. Juste pour vous donner cet exemple, un exemple sur ce qu'on appelle ces éléments non dits, j'utilise l'analogie de on a le pied sur l'accélérateur et le pied sur le frein. Et je pense que c'est une analogie qui est très explicite parce qu'il décrit ces tensions qui existent, ce que nous désirons, mais aussi les choses que nous risquons de perdre dans la poursuite de ce que nous désirons. Et cette tension, elle est un petit peu reflétée dans cette radiologie. C'est une maquette ou un modèle qui est utilisé par les chercheurs dans le domaine de l'immunité au changement. Ils parlent, quand ils travaillent avec leurs clients, ils travaillent avec, par exemple, une maquette comme ça, ils donnent l'exemple, par exemple, d'un client qui a les engagements suivants. Par exemple, mieux se concentrer sur quelques points critiques, comme mieux déléguer, mieux clarifier les résultats souhaités, accepter différentes approches, traiter les petits échecs comme apprentissage et remettre en question le processus de pensée de son équipe. Et ça, ce sont ces engagements, par exemple, pour l'année 2022. C'est ça c'est ça la direction où il veut évoluer. Mais voilà, la deuxième, la troisième et la quatrième colonne, ils font partie de cette radiologie ou radiographie de cette immunité de changement. On pose d'autres questions, ce que je fais ou je ne fais pas, le comportement qui va à l'encontre des objectifs. Par exemple, je veux mieux déléguer, mais qu'est-ce que je fais actuellement? Je laisse de nouvelles opportunités me distraire. J'accepte plus de tâches et je sacrifie des choses non liées au travail. Je n'équilibre pas systématiquement l'engagement de temps avec les classements urgents et importants. Je ne demande pas aux gens de m'aider. Alors, c'est ça ce que je fais actuellement. La nouveauté, c'est la troisième. Il parle ici de quels sont ces éléments qui sont là et qui sont non dits et qui sont là aussi pour te protéger. Alors, DAS, l'immunité de changement, on parle de ces engagements cachés qui sont en concurrence avec votre engagement. Alors, quand on a dit que ce monsieur, il veut mieux déléguer. Alors,
mais c'est ça ce qu'il ne dit pas. Il a peur de rater une bonne occasion. Il a peur de prendre de retard. Et il s'engage à être indépendant et incapable de tout. Il a peur de décevoir son équipe. Et si il se met en premier, il se sent coupable et égoïste. Et il n'aime pas laisser les cases décochées. Alors, il veut tout faire. Et avec plus d'approfondissement et plus de réflexion et plus d'accompagnement, par exemple, c'est ça la tâche de leader, le chef de groupe, c'est ça la tâche de beaucoup parmi vous, les futurs coachs, de vraiment accompagner et ramener ce client qui est le vôtre à penser et à réfléchir sur cette phase des engagements cachés, mais aussi une réflexion encore plus profonde sur sa vision de vie. Ce qu'on appelle le modèle mental, ses présupposés, ses grandes hypothèses. Parce que les grandes hypothèses de ce monsieur ici, c'est que je suis dépendant. Si je suis dépendant des autres et incapable de bien faire beaucoup de choses, je perdrai le respect de soi. Si je me mets en premier, je deviendrai ce que je n'aime pas chez les autres, superficiel et trivial. Si je ne trouve pas un moyen de faire avancer les choses, je cesserai d'être précieux. Et pour ce monsieur, être précieux et être un héros qui vient au secours des autres, c'est très important pour lui. Et ça explique un petit peu le soubassement de son anxiété, le soubassement de sa résistance, alors de son immunité, parce que si j'ai de la résistance, ça veut dire que c'est un petit peu au niveau de conscient, mais comment son système immunitaire de changement elle opère. Le fait de discuter ça, d'avoir la possibilité de décrire, de détailler ce schéma de cette immunité de changement, il aide votre client à mieux comprendre la faisabilité de ces engagements et préparer des engagements qui sont faisables, mais avoir sur son radar et une idée très claire sur qui sont les éléments qui font partie de son système actuel qui peuvent bloquer ce processus d'évolution ou de progression vers le cible escompté. Et je vais juste finir par une citation d'Emmanuel Kant très, très importante qui résume un petit peu la thématique de ce soir, qui est que nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. Et je suis sûr que dans les séances de coaching, on insiste toujours sur le fait qu'il faut se concentrer sur le changement de soi, parce que quand tu te changes, quand tu te changes, tu as les outils nécessaires pour mieux t'adapter à la réalité, pour mieux évoluer les capacités intellectuelles, émotionnelles pour traiter les challenges, les challenges que vous rencontrez. Et merci. Voilà des questions. Il y a des réflexions d'ordre thématique que je peux partager une autre fois, particulièrement le passage de, comment dirais-je, la radiologie de l'immunité de changement à des pas spécifiques qui peuvent, c'est pas des conseils, mais des process qui sont spécifiques pour accompagner un client à s'entraîner, à entraîner son système immunitaire de changement pour qu'il s'élargisse un petit peu et pour qu'il accepte la complexité de la nouveauté et pour qu'il s'adapte pour atteindre ses objectifs. Merci, Jehan, je m'arrête ici. Merci beaucoup, c'est Mohamed. Donc, je vais peut-être poser une question en attendant à ce que nos invités partagent aussi leurs questions ou leurs réflexions dans la chat box ou prendre peut-être la parole. Vous pouvez activer vos caméras aussi. Comme ça, que l'on puisse se voir. Alors, merci beaucoup. En fait, juste pour reprendre le terme d'immunité que vous avez bien utilisé, donc
l'immunité au lieu de la résistance pour parler que de la légitimité de peut-être avoir effectivement cette appréhension vis-à-vis du changement, se préparer, accepter aussi qu'il y a des éléments du subconscient, des éléments que nous ne connaissons pas en tant qu'individu et qui pourraient se présenter et peut-être rendre le changement peut-être pas facile, peut-être le ralentir. Et donc un certain ensemble donc, qui rentrerait pour constituer cette immunité. En tous les cas, bravo, vous l'avez fait en français, donc super. Ben voilà, ça a été super bien. Barakallah alayk, comme on Merci dit. beaucoup, Jeanne. C'est un plaisir. Génial. Alors, des questions, s'il vous plaît. Merci, c'est Mohamed. Une thématique très intéressante, quoique difficile de mettre en pratique les changements. Merci, c'est Mohamed. Donc, ça, c'est la part de Fatem Sarah. Tijani qui nous dit merci, c'est Mohamed, pour ce brillant exposé. S'il vous plaît, ça m'intéresse de partager cela avec nous. Super, Leïla. Quoi d'autre? Khalid Amchar, donc tabakallah alik. Raja, oui, mais merci, excellent, merci beaucoup. Et voilà, donc, est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Comment faire face aux pensées négatives des autres? Une question, c'est comment faire face? Et, et, merci Rachid. Et pour répondre à cette question, je veux aussi intégrer le commentaire de Fatim Zahra sur la difficulté de mettre en pratique les changements. Fatim Zahra, tu te rappelles, une des premières choses que j'ai à partager avec nous, c'était vraiment en anglais, on appelle un nugget of wisdom, c'est une pièce de sagesse. C'est que comment dirais-je, l'aide, l'appui, le conseil, ça se demande qu'on ne le donne pas. Alors, pour moi, je vais juste utiliser la même analogie pour insister sur le fait que le changement ne va pas se passer s'il n'y a pas comment dirais-je, un déclencheur assez important pour changer. Si tu ne passes pas à la réalisation, si tu ne changes pas, quelque chose de très concret, de très mesurable va t'impacter. Alors, s'il n'y a pas cette urgence, il n'y aura pas vraiment cet engouement, cet dévouement pour changer. Et puis aussi, c'est pour cette raison, on a besoin des accompagnateurs, on a besoin des coachs. Parce qu'on traite la complexité. Et il y a beaucoup de choses qui sont très simples. Oui, je peux changer, par exemple, je sais pas, je peux changer mes lunettes. C'est facile. Mais changer ma mode de pensée, changer, par exemple, comment je veux que les autres me traitent, ça, c'est une autre histoire. Et qui est lié vraiment à la remarque de comment changer la pensée négative des autres, et qui est très profonde. Et c'est sérieux comme problème, mais je ne contrôle pas les autres, je contrôle moi-même. Et vraiment, c'est cet état d'évolution, soit intellectuel, soit relationnel, ce qu'on appelle même le Rosabeth Kanter, la fameuse professeure de Harvard, il a parlé d'une chose qui est très importante. Il se spécialise dans la puissance, power. Et il a ce dicton qu'on connaît tous, que le power corrupts, le pouvoir, il a tendance à corrompre. Mais il a dit quelque chose qui est plus important, que l'impuissance, il corrompt encore plus. Et il corrompt d'une façon encore plus absolue.
Et ce qui veut dire que beaucoup de nos faiblesses, de nos insécurités, de nos problèmes, ils reflètent parfois des impuissances. Et c'est ça les angles morts. Et c'est la raison pour laquelle il faut vraiment explorer ce monde ce monde d'immunité au changement et vraiment explorer tous ces zones d'ombre pour voir où réside. Je pense que nous l'avons perdu pour un petit moment. Alors, en attendant, vous m'entendez? Ok. Donc, en attendant à ce qu'ils reviennent, je vais prendre la question de. Alors, je vais dire, alors, Sarah, j'ai une question. Cette immunité dont vous parlez, est-ce qu'elle se manifeste de la même manière chez tout le monde? Je vais le laisser répondre, mais normalement, non. Donc, chacun va avoir donc, sa réaction au changement différente. Alors, Nour Houda, pourriez-vous nous indiquer comment l'exigence et la perfection pourront développer l'immunité au changement, s'il vous plaît? Alors, l'exigence et la perfection. Alors, en fait, l'immunité au changement, c'est toute la partie, donc, c'est la préparation à tous les éléments de changement. C'est ce qu'il avait donc mentionné dans son exposé, c'est-à-dire se préparer à un changement de carrière, changement de situation, changement aussi donc physique, changement. Il avait cité plusieurs points, conditions physiques, santé, environnementaux, et à chaque fois donc les exigences, c'est se préparer à ces différents changements des différentes exigences que nous allons rencontrer tout au long de sa vie, pour les anticiper au lieu de les subir. Et c'est ce qui va faire le développement de cette immunité. Parce qu'en fait, l'immunité, c'est au lieu de résister, mais beaucoup plus se préparer à accepter le changement. Alors, après, j'ai reçu il est difficile parfois de faire le deuil d'un confort. Parfois, le changement nous est imposé. Nous en apprécions les effets positifs dans le temps. C'est vrai que être dans le confort, donc le confort de la situation actuelle, le salaire, peut-être le confort de l'habitat, le confort du pays, le confort de la situation, donc des amis, de la société. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Maintenant, le processus de. Alors, tout changement veut dire aussi c'est un processus de deuil. Tout changement, toute transformation, il y a quelque chose que nous laissons pour aller gagner quelque chose. Il y a un processus de deuil. Donc, par moment, cette immunité va se localiser dans une des étapes du deuil. C'est-à-dire que la personne, elle voit par exemple aujourd'hui, tout est en train de se digitaliser. Et à terme, il y a des métiers qui vont disparaître. Mais elle est dans le déni de ce changement. Donc, elle ne va pas aller chercher à développer de nouvelles compétences. Elle risque de subir ce changement. Donc, effectivement, il y a une zone de confort ici, donc, que la personne dans laquelle va s'installer. Alors, nos impressions. Alors, le changement, bien sûr, donc quand on. It's 0 hours. Il est déjà minuit chez moi, donc il y a des éléments positifs, bien sûr, parce que une fois que nous l'avons accepté, nous gagnons bien sûr de nouvelles compétences, de nouvelles forces aussi, de nouveaux amis, de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances. Faut-il souffrir pour changer? Intéressant. Alors, ça dépend de la souffrance. Faut-il souffrir pour changer? Peut-être qu'au moment on va dire, de changement, au moment où je suis en train d'apprendre à aller, peut-être donnant l'exemple plus simple, perdre du poids, donc au moment où je résiste face au sucre, dans tous les cas, donc, je suis en train de souffrir un petit peu face
Voilà, je bois du chocolat. En tous les cas, ça c'est personnel. Quand je bois du chocolat, je résiste pour ne pas manger, etc. Donc, j'ai des petites souffrances. Par moments, elles deviennent grandes parce que l'addiction au chocolat, au sucre, elle est forte. Et oui, il y a des petites souffrances, mais une fois que c'est passé, que je vois que j'ai résisté et que j'ai pas mangé le sucre, voilà, j'en suis fière. Il y a un sentiment de fierté que ça veut dire parce que j'ai réussi à contrôler mes pulsions. Euh, quoi d'autre? Oui, la souffrance physique quand on fait de la musculation. Quand je fais des mouvements de musculation, il y a peut-être une souffrance physique. Mais après, le plus important, c'est voilà, subir ou changer. Et alors, s'il y a des questions, d'autres questions. J'ai un vous m'écoutez? Ah oui, tu es de retour. Alors, j'ai essayé de combler le vide en attendant. Très, très bien. Juste, je voulais juste ajouter quelque chose en ce qui concerne le régime. Yes. Euh, j'ai constaté quelque chose de très qui m'a intrigué un petit peu. Mhm. Un des auteurs de cette immunité de changement, il a parlé de le fait qu'il vient d'une famille italienne. Mhm. Et le fait est que le fait de manger, c'est pas juste, c'est un acte social aussi. Le fait qu'elle refuse, par exemple, les pâtes de la grand-mère ou le pain, c'est un rejet pour Ouais. l'autrui. Et c'est la raison pour laquelle il a pris en considération cet aspect, cet élément. Alors, quand je décide de perdre de poids, ça peut être interprété par ma grand-mère que c'est un rejet pour elle. Alors, comment réconcilier le fait que je veux perdre le poids, qui est une question technique, avec une autre considération d'une dimension sociale très importante qui peut avoir d'autres répercussions. C'est ça la complexité. C'est ça comment on négocie tous ces facteurs qui ont une influence sur c'est pas juste ma disposition, mais mes chances de vraiment rester fidèle à mon engagement pour vraiment atteindre mes objectifs. J'ai aussi une autre question de Sarah. Alors, est-ce que l'immunité se manifeste de la même manière chez tout le monde? C'est très intéressant comme question, Sarah, parce que ce livre il est basé sur des recherches qui ont été faites dans plus d'une trentaine de pays. Et les symptômes, les réactions, ils sont les mêmes, pareil. Ce qui veut dire, il parle de l'anxiété en général et l'anxiété en général comme un terme qui englobe beaucoup d'autres émotions. Alors, si pour vous donner une réponse courte, oui. Merci. J'ai Rachid qui me dit très intéressant, bien servi aussi. Très bonne soirée pour tout le monde. Alors, on a Naïma qui dit il y a toujours cette réticence au changement à cause de l'incertitude et de la peur de ne pas réussir. Comment sortir de sa zone de confort en s'appuyant sur les différents facteurs de l'immunité? OK. Est-ce que je peux dire quelque chose en arabe? Oui, bien sûr. Mm. OK. Et ça existe dans toutes les autres langues. En général, on n'a pas de choix. Vous vous rappelez le bait ديال أبو القاسم الشابي اللي كيقول فيه ومن يهب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. C'est très parlant comme verse, comme poétrie. Comme poésie. Le fait que avoir peur de changer, ça va parfois, ça cause une détériorisation
deterioration, de la situation actuelle. Parfois, nous n'avons pas de choix. Mieux de changer et tu contrôles le changement que d'attendre jusqu'à que le changement il a son impact sur toi et tu n'as aucun contrôle. C'est la raison pour laquelle on a commencé avec les premiers slides qui parlent de la seule chose constante, c'est que le changement. Alors, il faut le naviguer. C'est comme une grande vague. Il faut le naviguer pour essayer de tirer le maximum de bénéfices. Mais sinon, tu vas te soumettre au changement et tu auras pas vraiment, tu pourras même pas écrire les termes. Parce que nous sommes toujours une négociation avec les termes de destin. Et si on réalise que nous sommes en train de les écrire, qu'on n'attend pas que quelqu'un d'autre ou les conditions, l'environnement l'écrit pour nous, alors on va toujours écrire des termes qui sont avantageux pour nous. Une autre question, alors j'aimerais bien savoir, donc, de Nour Houda, j'aimerais bien savoir comment la personne perfectionniste pourra faire face à cette immunité de changement, car quand on est perfectionniste, on n'arrive pas à bien se décider des facteurs déclencheurs du changement. Et Nour Houda, la première chose, c'est de mettre dans ta porte, ou sur ta porte, un petit rappel. Il y a beaucoup de rappels, mais c'est don't ever let perfect be the enemy of the good. Ne jamais laisser le parfait être l'ennemi de ce qui est bon. Et un autre rappel, si quelque chose mérite d'être fait, elle mérite d'être faite même d'une façon médiocre. Parce que ce qui fait le changement, c'est le fait de commencer. Une fois que tu commences, tu vas t'améliorer. Rien ne commence parfait. Et c'est difficile maintenant parce que il existe une certaine anxiété que nous partageons tous et toutes. Et cette anxiété de faire le mieux de ce que nous voulons faire, et de ne pas vraiment décevoir les autres. Et je t'invite vraiment à faire cet exercice que j'ai partagé avec vous, de cette radiographie de l'immunité de changement pour vraiment découvrir quels sont les éléments que tu as au-dedans de ton système immunitaire qui essaye de te protéger, de ne pas oser faire des choses qui risquent de ne pas être parfaites. Merci beaucoup. Good. Alors, nous arrivons au terme de notre session d'aujourd'hui, café coaching encore. Donc, on n'a pas pris de café. Donc, on prendra un déca. Oublier la perfection. Donc, Tijani nous dit, oublier la perfection pour aller sur le chemin de l'évolution. Très bien. Nabila, oui, aussi, pas de souci d'avoir peur du changement bénéfique, mais nous devrions avoir peur de rester dans la zone de confort. Merci pour cette rencontre. Merci, et Sarah. juste pour Fatem Zahra, parce qu'il a posé cette question, justement, faut-il souffrir pour changer? Non, et avec des capital letters, des grands majuscules de non, parce qu'on dit qu'on choisit, comment dirais-je, la pain, la douleur, ça fait partie de la réalité, mais la souffrance, c'est un choix. Effectivement. Good. Merci beaucoup, c'est Mohamed. Alors, je rappelle que c'est Mohamed est lauréat de notre formation donc, de coaching. Donc, il a vécu la transformation et que je remercie infiniment donc, de la richesse qu'il a apportée, donc de la richesse qu'il continue d'apporter. Donc, bravo. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Nous allons mettre, je pense, le webinaire en ligne. Et voilà, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. On va continuer les échanges sur la page Facebook pour toutes vos questions. Good. Merci beaucoup, Jeanne, et merci à tous et à toutes. C'est un plaisir. Merci à tout le monde. Je vais arrêter l'enregistrement.